Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci chères auditrices et auditeurs d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast, je suis ravie. N'oubliez pas de partager cet entretien et de me faire part de vos remarques sur le compte Instagram Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai échangé à distance avec la coach Valérie Orsoni qui vit aux États-Unis en mars dernier, à quelques jours de son départ au Népal pour l'ascension de Lama Dablam. La fondatrice du site Le Bootcamp, que j'ai souvent interviewé pour le magazine Elle, s'est préparée durant des mois pour gravir ce sommet de plus de 6800 mètres. Arrivée à 6100 mètres, la sagesse l'a finalement conduite à redescendre, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Ensemble, nous parlons activité physique, corps canon et discipline. Micro. Écoute, merci Valérie de m'accorder du temps, je suis ravie. Tu es coach fitness, fondatrice du site et des programmes Le Bootcamp, autrice de nombreux guides pour avoir le ventre plat, les bras ou les fesses musclées, créatrice de la marque de tenue de sport Lily Warrior. Je t'ai d'ailleurs maintes fois interviewé pour le L, notamment sur les petits exercices qu'on peut caser dans sa vie quotidienne. Ces dernières années, tu as enchaîné les challenges sportifs et notamment la conquête de sommets. Tu t'apprêtes d'ailleurs à tenter l'ascension, si j'ai bien suivi, de Lama Dablam dans l'Himalaya. Ça fait quand même 6812 mètres. D'où te vient cette envie de transmettre et cette énergie? On a l'impression que rien ne t'arrête. Alors déjà, effectivement, merci pour la présentation. Alors, rien ne m'arrête, c'est à tel point puissant comme expression que chez Lily Warrior, on a fait un t-shirt en bouteille de plastique recyclée où il y a écrit « Unstoppable » dessus. Ah, voilà. Ce qui veut dire rien ne m'arrête. Et c'est même plus loin, parce que si on parle anglais, « able », ça veut dire être capable. Donc là, ça veut dire je ne suis même pas capable de m'arrêter. Et ça, je pense que ça vient de plusieurs origines. Alors, il y en a qui me disent que c'est génétique, peut-être, mais je pense surtout que ça se cultive. Mentalement, physiquement, et aussi dans l'assiette. Manger les bons aliments donne l'énergie, savoir bien dormir, gérer son stress donne de l'énergie. Et après, l'envie de transmettre, ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis toute petite, j'adorais partager tout ce que j'avais, tangible ou intangible. Donc ça, c'est pas nouveau, je dirais. Oui, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'être coach? Parce que c'était pas petite, ça, d'avoir envie d'être coach. Ah, coach. Alors, en fait, ce que j'aime, c'est non seulement partager, mais la vérité, maintenant que j'y réfléchis, c'est plutôt que ce que j'aime, c'est voir les autres transcender leurs propres limites, grandir. Alors, pas forcément, on aimerait bien tout grandir de quelques centimètres, mais grandir au sens spirituel, physique ou même maigrir, mincir, etc. C'était plutôt voir le progrès chez les autres. Et quand je suis devenue coach, ça n'existait pas vraiment, le concept. Maintenant, tout le monde, plus ou moins, est coach de tout et de rien. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de changer la perspective qu'on avait sur soi. Avant, on se mettait dans une boîte et on se disait, bon, je ne peux pas faire grand-chose, je suis dans ma boîte. Et l'idée d'avoir un coach, au sens noble du terme, c'est de se dire, non, ma boîte, je vais l'exploser et je vais faire autre chose. Et je peux non seulement faire autre chose, mais je peux rester moi-même et rajouter une corde à mon arc. Je ne suis pas censée faire qu'une chose. On est quand même des êtres humains, on a plusieurs niveaux de pensée. On peut être comme toi, journaliste, on peut être podcasteuse, on peut être chef d'entreprise, tu peux faire des marathons et puis aussi ouvrir une boulangerie. Enfin, il n'y a pas de limite. Et ce que tu aimes justement dans cette idée de transmettre, c'est que les femmes puissent trouver ou retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien, être bien dans leur peau en fait. L'idée, c'est ça, c'est être bien dans sa peau. Alors, je dis dans sa peau parce que souvent, on voit tellement d'articles de partout. Alors, un coup, j'aime beaucoup le titre de ton podcast. J'utilise souvent le mot injonction parce que, en fait, il y a cette injonction selon les années, selon les influenceuses. Alors, si tu as 500 millions ou 400 millions de followers, tout de suite, ça impacte beaucoup plus. Mais alors, soit on te dit aime-toi comme tu es, tu fais 120 kilos, body positif, tu en fais 40, ça va pas, il faut que tu prennes du poids, tu te maquilles pas, alors là, t'es ringarde, tu te maquilles trop, ça fait un petit peu, voilà. Donc, il y a toujours ces injonctions partout. Oui. Et ça, j'ai envie que les personnes les éliminent et que l'injonction vienne de nous-mêmes. Si j'ai envie de prendre soin de moi, de perdre du poids, de prendre du muscle, de faire du botox ou un lifting, c'est mon problème. Si j'ai envie de me colorer les cheveux, aux États-Unis, on a les injonctions en ce moment de ne pas se colorer les cheveux, de garder les cheveux gris. C'est leur choix. Mon choix à moi, c'est de tout faire pour pas avoir les cheveux gris, des rides et autres. Mais c'est mon choix. Et je souhaite qu'on respecte autant le choix des personnes qui, comme moi, ont décidé de combattre un petit peu, je dirais, la gravité qui nous écrase au fil des années. On a autant besoin de respect que les autres qui ont besoin qu'on respecte leur choix de non faire. Parce que tu as l'impression qu'en ce moment, justement, l'injonction de rester comme on est devient plus forte que l'injonction d'avoir un corps musclé, fité, fin. Parce que les deux existent, ces deux injonctions existent en fait.
Les 2 injonctions existent, mais je suis vraiment convaincue et je le vois, avec les réseaux sociaux. Il suffit de voir les personnes qui se laissent un peu aller, vraiment. Il y en a qui s'y même plus, tu as le cheveu qui pendouille et qui disent, «Oui, alors je m'assume comme je suis, vous aussi assumez-vous comme vous êtes». Elles ont beaucoup plus aujourd'hui d'engagement de communauté, mais pas forcément par des personnes qui font la même chose. Celles qui vont aimer et tout se font peut-être des racines, mais il y a ce côté un peu, j'aime bien comparer la bienveillance et la complaisance. Et je trouve que la complaisance, c'est quand on fait plus grand-chose pour soi-même. Et ça ne veut pas dire colorer les cheveux, c'est d'une manière générale, marcher, faire du sport, bien manger. Quand on abandonne un petit peu son corps et son esprit, bah, je trouve qu'on rentre dans la complaisance et on utilise un peu des excuses très bizarres pour justifier le fait qu'on ne fasse plus rien, ou peu. Oui. Après, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des gens qui se soucient plus du regard des autres que d'autres. Il y a des gens qui vraiment, franchement, sans faire d'efforts, ils sont pas très, comment dire, motivés pour s'occuper de leur apparence physique. Ils sont sur d'autres, peut-être sur d'autres choses, sur une spiritualité, enfin, voilà, ils trouvent, enfin, c'est vrai qu'on a le droit aussi de On a le laisser un droit. peu de lâcher prise aussi sur son Alors, corps. oui, sur le lâcher prise, mais non sur son corps, parce que être bien foutu, pour employer un terme simple et cru, c'est pas être canon en maillot de bain sur la plage, c'est aussi parce que un dos en bonne santé, ce sont des abdos toniques, parce que des cuisses toniques, c'est des jambes qui tiennent le corps, parce que des bras qui sont forts, ce sont des épaules protégées. Donc, je pense qu'il faut arrêter de faire une différence entre je fais du sport pour être canon et c'est super vain comme approche, et alors non, moi je suis dans la spiritualité, j'ai lâché prise, je fais plus rien, je marche vachement vaguement 3000 pas par jour. Non, si tu fais ça, tu insultes ton corps, tu n'en prends pas soin, et l'enveloppe charnelle qui la tienne, elle va pas durer longtemps. Donc j'aime bien qu'on arrête aussi de dissocier les deux Oui. et de penser que l'escervelé qui se fait un corps canon ne peut pas être dans la spiritualité et vice-versa. Donc, en fait, pour toi, c'est quoi un corps dans lequel on se sent bien? Comme tu l'as dit au début, je fais des montagnes intenses. Celle qui arrive n'est pas la plus haute de l'Himalaya, elle ne fait que 6800 mètres. C'est une des plus techniques, par exemple. Très Oui, dangereuse, enfin très, très. Il faut vraiment être au point. C'est pas juste, tiens, je oui, vais aller la faire. oui, Eh non, ben, c'est j'imagine. ça. Ouais, c'est ça, avoir un corps fort pour moi. C'est un corps qui te permet d'atteindre tes rêves. Si ton rêve, c'est de jouer avec ton enfant et de pouvoir courir avec lui au parc, il faut que ton corps t'accompagne, que tu ne sois pas, on va dire, en tellement mauvaise santé cardiovasculaire ou surpoids que tu sois obligé de rester sur un banc à le regarder. Si tu as envie de faire comme moi des montagnes, traverser l'Atlantique à la rame, ou je ne sais pas, n'importe quel projet que tu puisses avoir, ou traverser Paris à pied, eh bien, c'est ça, avoir un corps bien. Après, tu peux avoir, comme moi, j'ai aussi un objectif, j'ai envie de me sentir canon en maillot de bain. Ça, c'est complètement de la vanité, mais on n'est pas des animaux, même si je le dis tout le temps, on a quand même une partie humaine. Et donc, toute personne qui me dit le regard des autres ne m'importe pas, se ment. Ça n'existe pas. Même si tu t'habilles avec un sac à patates le matin, tu l'as choisi ton sac à patates. Il était peut-être gris ou noir, tu avais choix entre deux, tu as fait un choix et c'est conscient. Et je ne croirais jamais personne qui me dit non, moi non, je ne fais pas attention. C'est faux. Et alors, tu te prépares comment pour cette expédition? Tu vas Ça doit rire, être mais terrible. dans ma liste, j'ai produits de beauté d'expé parce que je sais c'est très lourd, donc tu ne peux pas porter tout. Mais en priorité, j'ai mon petit truc de reconstitution de la peau le soir. C'est tout petit, des petits échantillons que j'emmène. C'est un peu mon obsession parce que ça abîme vraiment hein, quand tu es dans le grand froid. Quand j'ai fait l'Antarctique à -40, par exemple, pendant plusieurs semaines, la peau souffre. J'ai eu des gelures. Donc, la première chose que je regarde, c'est la brosse, l'huile pour mettre dans les cheveux et la crème et bien sûr la protection solaire. En termes d'entraînement, c'est très lourd, c'est tous les jours. Je Plusieurs vais dans heures. la rue, je tire un pneu. Alors, les Françaises me disent toutes, oh, si je faisais ça chez moi, on m'internerait une folle qui tire un pneu dans la rue. Et je leur dis, ici, mais on se fout du regard des passants qui passent. Si c'est bon pour toi, tu le fais. Et tu t'en fous si on te juge. Et en plus, où j'habite, à San Francisco, franchement, la nana qui tire un pneu, c'est la moins folle de toute la population. Donc, personne ne regarde. Mais tous les jours, là, par exemple, après que je te laisse, je vais aller faire, je pense, 2 ou 3 heures de Stairmaster avec un poids sur le dos, tous les jours des étirements, et surtout, tous les jours, je vérifie mon équipement parce qu'il ne s'agirait pas qu'il manque quelque chose. Oui. Alors après, là, tu es dans le sport intensif. Donc, on sait que parfois, quand on fait du sport intensif, on peut aussi user prématurément son corps. Comment Tout tu à fais fait. pour bien doser? Alors, c'est très vrai ce que tu dis parce qu'il y a ce qu'on appelle la fracture ADN qui a été découverte d'ailleurs par un Français il y a deux décennies, donc 20 ans en gros. Avant, on pensait qu'on naissait avec notre ADN et on mourait avec le même ADN. Maintenant, on sait que selon les sports intenses qu'on puisse faire ou même les voyages en avion récurrents ou autres, ou le manque de sommeil ou les rythmes un peu hasardeux en sommeil, notamment les gens qui font les 3-8, on a des fractures ADN qui ne se réparent plus. Et le sport intense et la montagne, ça en fait partie. En fait, c'est de trouver un équilibre
C'est trouver l'équilibre, c'est là, j'en fais beaucoup, mais quand je reviens, repos. En même temps, je prends quand même des jours de repos. Tu vois, hier, j'ai pratiquement rien fait, donc j'alterne aussi. Et c'est vraiment prendre beaucoup d'antioxydants, parce que moi, alors là, les suppléments, c'est mon dada. Donc, je prends beaucoup d'antioxydants, on le sait. Ça permet de réparer certaines fractures ADN. Si tu n'en prends pas, en revanche, il y a quasiment zéro, pas zéro, mais très peu de réparation. Oui. Et alors, tu parlais de San Francisco. Tu vois beaucoup de différences, toi, à travailler là-bas? Parce que j'imagine qu'avant de partir là-bas, tu as quand même expérimenté le coaching en France. C'est vraiment très différent d'être aux États-Unis et notamment à San Francisco. Et en France, tu te disais que le regard des autres, finalement, on est plus tranquille là-bas? Oui, alors déjà, quand j'ai lancé le coaching aux États-Unis, ça n'existait pas encore en France, hein. C'était il y a 2 ans, parce que comme j'ai 25 ans, voilà. Mais c'était il y a quelques années. Ça n'existait pas vraiment. Le mot même, on utilisait le mot coach uniquement dans le milieu sportif, ça. Donc, Oui. et c'est vrai que je vois une sacrée différence. En France, je vois beaucoup de gens qui s'intitulent coach et ce sont des profs de sport. Alors, j'ai rien contre, hein, mais il y a une sacrée différence entre un prof de sport, c'est un consultant. C'est quelqu'un qui te dit, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Un coach, pour moi, c'est un consultant matiné d'un motivateur. C'est pas forcément la même chose. Et un coach n'est pas forcément un expert dans la notion qu'il va coacher, mais c'est un expert dans ton mental. Donc, pour moi, c'est vraiment deux professions, soit complémentaires, soit différentes. Mais en France, on a vraiment un accès sur le coach, vraiment dans le sport, ou coach de vie après pour certaines personnes qui souvent se sont retrouvées sur le carreau, n'ont pas trouvé de boulot, se sont dit, ah, je vais faire coach de vie. Mais il y a une sacrée différence, oui. Ouais. Et tu parlais du regard, parce que tu disais personne ne peut dire sans mentir qu'elle se soucie pas du regard des autres. Et à côté de ça, tu me dis, ben, aux États-Unis, en fait, on peut faire ce qu'on veut, personne nous regarde et tout le monde s'en moque. Donc, ça devrait aider aussi à être plus tranquille avec son apparence si on est comme ça, libre du jugement des autres. C'est un peu schizophrénique comme approche parce qu'il y a ce côté où tu peux sortir à San Francisco, tu as une loi, tu as des endroits où tu peux sortir à poil, c'est pas un problème, quoi. Il y a pas de... Alors aux États-Unis, quand tu montres un bout de sein, c'est la fin du monde. Il y a ce côté où je peux faire ce que je veux, laisser faire. Mais il y a aussi le côté, et ça c'est encore les réseaux sociaux, les médias ou autres, les couvertures de magazines photoshopées qui font que euh, malgré tout, même si on ne s'en soucie pas pour certaines choses, comme moi tirer un pneu dans la rue parce que je sais que c'est bon pour ce que je vais faire après, je le fais quand même pas habillé en sac poubelle, quoi. Je vais mettre mes tenues Lily Warrior colorées, mes lunettes. Donc, c'est un peu schizophrénique parce qu'on ne veut pas que les gens se moquent de nous. On dit qu'on s'en fout un peu, mais quelque part, inconsciemment ou consciemment pour certaines, on se dit, oh, quand même, on ne sait jamais. Donc, voilà. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il faille en faire un problème. Le fait que les gens nous regardent ou aient un avis, ça a toujours été le cas. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder le maquillage des anciennes en Égypte. On voit bien qu'elles se maquillaient à l'époque. Ne pas prendre soin de soi aujourd'hui, c'est sortir un peu de la séduction. Alors, on peut dire qu'il y a le mental, c'est vrai, mais enfin, à nouveau, on revient sur le fait qu'on est des animaux. Le mâle chasse la femelle. Je vais faire sauter au plafond les féministes. Mais enfin, oui, je suis désolée, on est encore des mammifères pour ça. Donc, il y a un côté séduction qui n'est pas forcément au talon, rouge à lèvres, etc. Mais il y a quelque chose que l'on va faire pour attirer l'autre. Et pas forcément pour lui être soumise. Ah, pas du tout. Alors, moi, je suis la première à dire que je veux d'abord être canon pour moi. Je veux, quand je me regarde dans le miroir, me dire waouh, je me trouve belle. Ça, c'est une différence avec la France. Aux États-Unis, quand quelqu'un te dit comment tu te sens aujourd'hui, si tu dis je me sens super bien, mais qu'est-ce que je me sens belle aujourd'hui, on ne te dit pas tu es arrogante ou on n'est pas jalouse de toi. Enfin, ça peut arriver, mais je te parle en grande masse. En France, très rarement, les gens te diront je me sens belle. Elles ont Oui, honte. Quand tu dis tu es bien sur cette photo, rarement on te dit ah ouais, tu as raison. On me dit souvent ah non, là c'est un coup de bol, hein. J'ai juste bien posé, la lumière était belle. Non, assume, tu es belle, assume-le, dis-le, tu es belle. C'est pas vain, c'est pas de la vanité que d'accepter que tous nos efforts, parce qu'on en fait, portent leurs fruits. c'est sûr. Alors, même quand on aime l'activité physique comme toi et qu'on en fait et qu'on connaît les bienfaits, il y a des matins où on préférerait aller faire farniente sur son canapé que sa séance d'abdos. Comment tu fais, toi, les jours où tu as un petit peu moins de motivation? Déjà, je n'ai pas de motivation. La motivation, ça sert à rien. La motivation, c'est ce qui s'étouffe au moindre petit problème. Il pleut, j'ai plus de motivation. Mon patron m'envoie un message pas sympa, j'ai plus de motivation. Motivation, ça sert à rien. Il faut travailler la discipline. Quand tu as mis en place une discipline, une régularité dans ce que tu fais, faire les 5 minutes d'abdos le matin, c'est mon programme de 5 minutes, c'est facile. C'est comme te brosser les dents. Tu ne vas même pas te poser de questions, tu es en autopilote. Si Oui, tu n'as pas de discipline et que tu te reposes sur une pseudo-motivation qui va te tomber dessus, c'est un petit peu de l'ordre du miracle. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Alors que la discipline, ça marche toujours. Une fois que tu l'as mise en place, tu t'y tiens. voilà, tu l'inscris dans ton calendrier, quoi.
Par exemple, hier, je n'avais pas envie de faire grand-chose. J'ai fait 10 jours d'entraînement plutôt dur dans l'État de New York, dans la neige et tout. Hier, j'étais, mais même mentalement, mais sachant que je suis programmée avec ma discipline pour bouger, alors je n'ai pas fait quelque chose de très intense, mais j'ai quand même marché, on va dire, 7 ou 8 kilomètres. Pépère, mais j'ai fait quelque chose. La discipline, c'est pas que tu vas tous les jours aller être en mode warrior. La discipline, c'est que tous les jours, tu vas dire, je fais quelque chose. Là, je te parle, par exemple, je rentre mon ventre. Ça, c'est une discipline, j'y réfléchis même pas. D'ailleurs, tu peux le faire aussi. Mais D'accord. tu vois, c'est discipline, tu n'y penses plus. Ouais. Mais alors, du coup, ça veut dire que tu es en permanence en contrôle. Non? Est-ce que tous les matins, tu es en contrôle par rapport au fait que tu vas te brosser les dents, faire pipi, prendre une douche? C'est naturel. Bah, c'est pareil. La discipline en fitness, c'est aussi naturel que je prends l'exemple du brossage de dents, lavage de visage ou de cheveux, parce qu'on n'y pense pas. C'est la même chose. Quand les gens disent tu y penses tout le temps, non, je n'y pense pas. C'est ça la différence entre la motivation, où il faut que je me dise, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Ça, tu as raison, c'est j'y pense tout le temps. Mais quand la discipline est en place, je suis sur mon tapis roulant, je n'y pense pas plus que je me brosse les dents, je me lave le visage ou je me lave les cheveux. Alors, l'activité physique, on sait, c'est pour être en bonne santé, si on la fait correctement, c'est pour avoir un corps qui nous plaît et donc quand même assez fité, mais c'est aussi bon pour l'humeur. C'est indispensable pour le mental de se bouger, à tel point qu'en Allemagne, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur les dépressions graves, pas la déprime passagère, les dépressions graves. Ils ont sorti beaucoup d'études qui ont montré que leurs patients qui avant étaient institutionnalisés avec des médicamentations lourdes, on les faisait marcher dehors en plein soleil. Attention, pas en rythme warrior non plus, mais on les faisait bouger en extérieur. Ils ont des résultats fantastiques. Si on enferme quelqu'un qui ne peut plus bouger, il y a une déprime totale qui s'installe. On a besoin du mouvement pour le mental, de regarder le ciel, même s'il pleut, c'est pas grave, de voir peut-être d'autres personnes qui passent. D'ailleurs, c'est pour cela que je dis toujours aux gens, bougez sans casque, sans truc dans vos oreilles. Les AirPods, ça me rend folle. Communiquez avec les gens autour de vous. Sinon, vous êtes un zombie en train de bouger. Et pour le mental, c'est bon, mais c'est pas excellent. Il vaut mieux être ouverte à ce qui se passe, tu vois. Et tu as souligné quelque chose d'important d'ailleurs, c'est que dans nos sociétés où on utilise beaucoup l'ordinateur, il y a beaucoup de professions où on est avec son ordi assis sur une chaise, on est trop sédentaire. D'ailleurs, je t'ai déjà interviewé sur le sujet aussi pour le L. Et ça, on sait que c'est mauvais pour le corps d'être trop sédentaire. Alors, être trop sédentaire, c'est mauvais. Tu as raison sur le mental, sur le physique, même sur tout ce qui est transit intestinal. La sédentarité, c'est une catastrophe. Mais alors, une catastrophe, parce que ça écrase vraiment l'intestin. On est quand même assis à angle droit, c'est pas une position naturelle. Alors, bien évidemment, il y a toujours des gens qui auront l'excuse du boulot où tu peux pas bouger et là, quasiment, tu es enchaîné et tout. Mais la vaste majorité, on trouve toujours, tu sais quoi, quand tu vas faire pipi, au lieu de revenir tout de suite, tu fais 2 fois le tour du pâté de maison ou de l'immeuble. Au lieu de jeter ton truc à la poubelle, tu te lèves et tu vas le mettre. C'est des petits trucs, mais qui font que ton corps est en action permanente. À midi, si tu manges en extérieur avec des amis, bah, plutôt que de manger juste en bas de ton bâtiment, bah, tu vas peut-être faire comment dire, un ou deux blocs, comme on dit en anglais, quoi, tu vois, Ouais. une ou deux rues. Il y a toujours des petits trucs. Alors, ça ne va pas remplacer du renfort à mort qui tue, mais ça va en permanence engager ton corps. Et j'aime bien employer le terme le dérouiller, tu vois. Et qu'est-ce qui te plaît toi, dans cette recherche du corps finalement efficace, performant? Qu'est-ce que tu aimes? Tu sais, je suis née avec des problèmes, puisqu'on se voit toutes les deux, tu vois, des problèmes osseux qui font que depuis toute bébé, j'ai toujours eu très mal aux articulations, j'avais des rhumatismes juvéniles, j'ai toujours eu pas mal de problèmes de santé. Et je me suis rendu compte du pouvoir, non seulement des suppléments dont je parle souvent, mais aussi de l'activité physique. Je n'ai jamais pu faire de pompe de ma vie jusqu'à l'an dernier, tellement j'avais mal partout. Je n'ai jamais pu faire de montagne jusqu'à il y a 7 ans, parce que les premières, je les ai même faites avec des attelles aux chevilles que je n'ai plus maintenant. Donc, j'ai vu à quel point on peut, et ça c'est le biohacking, hein, je suis une fan du biohacking, j'ai vu comment on pouvait renverser le jeu de cartes génétiques qui nous avait été donné à la naissance. C'est absolument, mais monstrueusement powerful, comment on dit, puissant. Et donc, je me dis, mais quand je vois les gens qui font rien, en fait, je me dis, mais quel gâchis, mais vous avez vu tout ce que vous pouvez faire. Donc, c'est aussi ça la transmission, c'est de me dire, gâchez pas le temps, quoi. Oui, mais alors on t'admire et on se dit, oh là là, mais elle fait tellement de choses, nous jamais on fera le 10e, comment on peut s'y mettre, quoi. Ben, le 10e, c'est déjà très bien. Déjà, je fais d'autres choses. Enfin, je veux dire, il y a 24 heures dans une journée, je ne m'entraîne pas 24 heures, mais j'ai souvent très mal. Et donc, les gens me disent, mais comment tu fais quand tu as mal? La semaine dernière, par exemple, j'ai attrapé il y a quelques années le chikungunya en Tahiti, et j'ai pas de bol, j'ai l'aversion qui reste avec toi à vie, un peu comme la malaria, des Ah fois oui. ça arrive. Des douleurs articulaires absolument atroces, mais je suis quand même allée m'entraîner.
à cause de la discipline ou grâce à la discipline. Et ce que je dis toujours aux gens, j'ai des amis qui sont 20 fois plus forts que moi. Il y a toujours J'ai un ami qui a tiré un camion à la force de son cou comme ça dans la vallée de la mort, sur je ne sais pas combien de kilomètres. Je suis incapable. Il a le record du monde de traction, 5800, le chiffre est absolument délirant. Il y a toujours plus fort que soi. Mais plutôt que de se dire, je ne peux pas faire comme eux, tu dis, tu sais quoi, je vais tenter de faire un truc, je m'approche, tu vois, je vais me donner ma propre limite à moi, et j'aime pas les limites, donc on va dire une limite que je vais exploser. C'est de se comparer, plutôt que de se comparer à quelqu'un qui est moins actif que nous, qui fait moins bien, plutôt que de se dire, oh ben je suis meilleur que lui, alors ça va, c'est de regarder quelqu'un qui est beaucoup plus fort, ou motivé, ou tout ce que tu veux, discipliné, et t'en inspirer. Pas se dire, je suis nul, j'y arriverai jamais, parce que ce qu'il a fait, j'en suis mais incapable, physiologiquement, c'est pas possible. Mais de se dire, bah, si lui, il peut faire 5400 machins en 24 heures, peut-être que moi, en me poussant, je vais arriver à faire cette montagne ou la traversée de Paris, ou si tu es en obésité morbide, perdre peut-être 10 ou 15 kilos et arriver à faire la traversée du village sans être essoufflé. C'est à chaque niveau, tu vois, c'est chacun son truc. Et tu appelles ça une compétition ou toi, tu mets pas ça sur ce niveau de la compétition? Non, j'appelle jamais ça de compétition. Je trouve que c'est assez négatif parce que compétition, même avec soi-même, c'est une espèce de combat permanent qui peut être très frustrant quand tu n'arrives pas à ta cible. Alors, plutôt qu'une compétition, c'est marrant, j'emploie jamais ce terme. En montagne, tu le fais pas parce que la compétition en montagne, ça peut être très dangereux. Tu vas être la plus première en haut, voilà. Je préfère dire, j'aime bien employer le terme devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est ça vraiment mon idée. Alors, tu vas appeler ça compétition avec toi-même si tu veux, mais c'est de me dire, tu sais, en français, on a une expression, je t'aime plus aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Et moi, je l'applique au corps. Je veux que mon corps aujourd'hui soit une meilleure version qu'hier et une moins bonne version que demain. Donc, c'est vraiment cette idée de en permanence dans le progrès. Mais c'est pas obsessionnel. Voilà, c'est un challenge, un défi. Mais tu as une telle satisfaction quand tu arrives à faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant. La première pompe de ma vie, ça peut faire rire les gens qui en font 20 d'affilée, mais j'en ai pleuré. Je me suis dit, j'ai réussi. Voilà, alors que j'ai fait d'autres choses avant. On a toutes des limites. Et c'est pas de se dire de les accepter. D'ailleurs, j'ai coaché il n'y a pas longtemps une femme qui a 80 ans ou 70 ans, qui a passé sa vie en siège roulant depuis qu'elle a 20 ans. Elle ne s'est jamais levée. Elle a réussi à se lever avec ce qu'on a fait. J'en ai des frissons, j'en ai pleuré. Elle n'a pas fait un marathon, mais elle a fait 4 pas. C'était 4 pas, mais libérateurs. Elle était sortie de sa chaise. Et bien ça, pour elle, mais c'était une réussite monstrueuse. Comparé à moi, c'est rien du tout. Comparé à mon amie, mais comparé à elle-même, c'est une meilleure version d'elle-même. Donc c'est ça la passion. Avoir toujours des projets qui te Oui, poussent, toi, quand même. exactement. Mm. Exactement. Alors, on est aussi dans une société qui valorise l'apparence de la jeunesse. Mais finalement, est-ce qu'on n'espère pas tous faire plus jeune que son âge, puisque intérieurement, on se sent toujours plus jeune que ce que parfois le miroir nous renvoie de nous-mêmes. C'est ce que te demandent parfois les personnes que tu coaches, de les aider à faire plus jeunes. Et quel est l'apport de l'activité physique pour ça? Alors, j'ai beaucoup de demandes en coaching privé. Là, pour le coup, je le fais en privé, parce que tout ce qui est supplémentation, c'est très personnalisé. Enfin, sur Instagram, je ne sais pas si tu me suis, mais je mets beaucoup aussi de conseils, de partage de connaissances, parce que je ne suis pas médecin, je ne fais pas de conseil médical. Je pense que avant, on avait une pensée de la jeunesse uniquement sur le visage. C'était vraiment du front au menton. Et tu voyais des coups tout fripés, des mains toutes fripées, abandonnées. On avait cette obsession du visage, on ne pensait même pas à la santé à l'intérieur du corps. Et on a une belle évolution maintenant parce qu'on se dit qu'être jeune, c'est aussi être capable de faire peut-être un marathon à 70 ans. Enfin, c'est pas forcément les rides du visage, le lifting. Et puis, voilà. Je pense qu'on a beaucoup évolué. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Et effectivement, l'activité physique, pour moi, enfin, quand je regarde les études, les corps des gens, c'est plus de 50%. C'est plus de 50%. Après, il y a aussi énormément d'activités mentales. Tout ce qui est trait du visage, si on est quelqu'un de facilement déprimé, qui se laisse aller, qui voit tout noir, on a souvent les traits du visage qui tombent. Donc, il faut beaucoup travailler au niveau mental sur la pensée positive, un petit peu la méthode Coué ou aller un peu plus loin en méditation transcendantale. Et dans tous les cas, arriver à se formater un petit peu au quotidien pour regarder ce qui se passe autour de nous avec un œil beaucoup plus bienveillant et positif. Donc, l'activité physique, 50%, ça veut dire que se muscler et rester souple, ça participe vraiment à avoir peut-être un petit peu 5 ans de moins que son âge. Enfin, les gens, ils ne calculent plus comme ça. Ils veulent se sentir en forme et jeune comme ce qu'ils ne voient pas dans le miroir, mais en tout cas comme ils se sentent à l'intérieur. Oui, Et alors la en souplesse. épigénétique, tout à fait. Alors moi, je me teste en permanence. Là, j'ai calculé mon âge épigénétique avec des prises Oui. de sang, c'est scientifique, et j'ai 17 ans de moins que mon âge aujourd'hui, au niveau cellulaire. Et avant, j'avais que 4.
Et donc, je vois l'impact qu'ont non seulement certains suppléments, mais l'activité physique. Et j'ai d'ailleurs pensé que les expéditions que je faisais auraient un impact, apparemment pas sur l'âge épigénétique. Tu peux calculer ton âge immunitaire. Alors, l'âge immunitaire, il est très fortement lié à l'activité physique, notamment en extérieur. Et je fais ça parce que j'ai une fenêtre avec le soleil, notamment en extérieur. Après, tu as l'âge chronologique, tu n'as pas de bol, c'est ce qui est sur le passeport. Tu as l'âge biologique, tu as plein d'âges différents. Mais ils sont tous, sans exception, impactés par l'activité physique. Mais à nouveau, la première activité physique qu'on puisse faire, c'est de marcher dehors au soleil, enfin, je dis au soleil, à la lumière naturelle. Oui, parce qu'il ne faut pas trop s'exposer non plus. Alors, oui, mais honnêtement, on a des bons écrans Toto de nos jours. Franchement, moi, j'ai une marque que j'adore. J'adore la Roche-Posay. Alors, je ne suis pas sponsorisée, mais je suis une grande fan en expédition. Je prends leur truc sans, là, je suis bien protégée. Moi, j'ai besoin du soleil partout, donc je me bombarde, même en hiver, d'écran total de partout. Et je pense pas être hyper abîmée par le soleil, tu vois. Mais alors, tu as parlé qu'on peut faire un lifting, on peut faire des injections et tout ça. Ça veut dire que ça peut être complémentaire, forcément, l'activité physique et le recours à des traitements, puisque mon podcast s'appelle Injonction et bistouri. Tu as déjà envisagé de faire des choses ou est-ce que tu feras des choses un jour ou est-ce que tu as envie d'en parler ou pas d'ailleurs? Moi, je fais des choses depuis que j'ai 25 ans. Alors, j'ai pas de honte, je ne cache pas, j'ai aucun tabou là-dessus. Je n'ai jamais compris. La France, c'est un des pays où il y a le plus d'injections de Botox au monde, après le Brésil et peut-être l'Italie. Et personne n'en fait. C'est un petit peu comme le magazine People que personne ne lit, mais tout le monde achète. Ça me fait un peu rire. Non, moi, j'ai commencé le Botox à 25 ans. Alors, j'ai pas de honte à le dire. Je n'ai jamais fait d'intervention chirurgicale de lift. Pas que je dénigre les gens qui le font, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais je n'ai jamais vu de bons résultats naturels quand les gens font un lifting complet. Les yeux grands ouverts, ça tire de partout. En revanche, ce que j'ai vu vraiment de très beau, c'est beaucoup d'amis font par exemple la chirurgie, la blépharoplastie, le cou, un petit peu les pommettes. En fait, finalement, c'est quasiment un lifting complet, mais par bout, ce qui fait que je pense que le chirurgien a le temps de prendre un peu la température, comme on dit en anglais, de voir comment ton corps réagit à certaines chirurgies. Et je trouve que là, il y a des bons résultats. À titre perso, je n'en ai jamais fait. Je ne dis pas que je le ferai jamais, mais jusqu'à présent, je n'en sentais pas vraiment le besoin. En revanche, alors là, rien que ma routine au quotidien est quand même plutôt intense. Et je fais des soins, enfin, je fais mon Botox religieusement, mais que 2 fois par an, parce que je veux laisser mes muscles actifs entre 2 injections. Je fais beaucoup de Ulthérapie. Je fais de la radiofréquence, mais je la fais 1 fois par an de manière officielle dans un institut, et après tous les 2 jours à la maison avec un appareil. Je fais beaucoup de choses, ouais. Et l'acide hyaluronique, tu en fais aussi? De Alors non, comblement? Non? en fait non, parce que j'ai déjà des bonnes joues, j'en fais pas là. J'en ai fait une fois il y a très longtemps dans les tempes, parce qu'en fait visuellement une tempe qui se creuse, c'est un visage qui a l'air plus vieux. Mais en fait non, là ce que j'ai fait en revanche, c'est sur mon, comment ça s'appelle ça, le buste, Décolleté. Le le décolleté. décolleté. Alors je fais 2 choses. Chez Lily Warrior, on a des patchs de silicone infusés. Alors je dors avec tout le temps et c'est vrai que j'ai 0 ride ici. Les gens me demandent quand tu fais. Et une fois tous les 3 ans, j'injecte du Sculptra. Je ne sais pas si ça existe en France. Oui, oui, si. Voilà, ça marche super bien. Enfin, franchement, je fais ça tous les 3 ans. Et pour le cou, je fais ce qu'on appelle du micro-botox. C'est 200 micro-injections dans le cou. Je fais pas mal de petits trucs comme ça, en fait. Je suis convaincue, et d'ailleurs, même beaucoup de dermatos ou de médecins, enfin de chirurgiens esthétiques le diront, c'est quand même plus facile de traiter une peau qui est en bonne santé qu'une peau qui ne l'est pas. Et une peau en bonne santé, c'est une peau qui est bien hydratée, bien irriguée, etc. Et tout ça, ça vient aussi du sport. D'ailleurs, on dit bien, j'ai fait du sport, j'ai de bonnes mines. Il n'y a pas de secret. Ça fait venir le sang, ça fait venir les nutriments, etc. Donc, on en a besoin, ouais. Et alors parfois, l'activité physique, c'est aussi complémentaire des chirurgies au niveau du corps. Car on sait très bien de toute façon que si on veut aller faire une opération au niveau du ventre, par exemple, c'est quand même mieux d'avoir des abdos car le résultat sera plus durable et peut-être plus optimal si on fait de la gym. Il y a d'autres exemples comme ça où c'est bien de rester tonique ou d'entretenir ses muscles avant d'aller se faire opérer? Tout à fait. Et alors, non seulement cela, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui, alors qu'elles prenaient soin de leur corps avant une chirurgie, ont fini par ne plus faire la chirurgie. Oui. Très simplement, par exemple, la cryolipolyse, tu sais, où on capture la graisse et puis on la congèle un petit peu. Eh bien, dans certaines situations de cryolipolyse, les personnes se disent, bon, avant d'aller faire ça, je vais quand même prendre soin de moi. Elles se rendent compte de l'impact positif que ça a de faire du sport, de bien manger, etc. Puis elles se disent, tu vois, finalement, plutôt que de dépenser, je ne sais pas combien ça coûte en France, mais 3 ou 4 000 euros, je vais prendre soin de moi. Puis avec cet argent-là, je me célébrerai mon nouveau corps peut-être à Djerba ou je ne sais pas où, à Tahiti. Et en France comme aux États-Unis, puisqu'il paraît que c'était la mode lancée par Kim Kardashian, il y a eu aussi toute cette mode d'augmenter les fesses. Alors on sait qu'augmenter les fesses en gym,
c'est compliqué quand même pour se faire des fesses très très musclées. Et en même temps, je me dis toujours, mais pourquoi on n'essaie pas de commencer par la gym plutôt que d'aller faire des chirurgies qui, là, pour le coup, sont plus risquées. Alors, les chirurgies, effectivement, c'est très important. Autant l'augmentation des seins, on peut dire ce qu'on veut sur les prothèses, il y en a qui sont moins bonnes et autres, mais c'est relativement bien maîtrisé. Autant les augmentations au niveau des muscles glutéaux, mais c'est une catastrophe. Il y a vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Alors qu'en fitness, il suffit, entre guillemets, d'en faire tous les jours, de se reposer de temps en temps, mais d'en faire régulièrement. Moi, j'ai sorti des programmes qui ne durent que 8 minutes. Fesses bombées en 8 minutes par jour. Tu n'es pas obligé de te dire, je vais faire 1 heure de gym que pour les fessiers. Après, ça dépend si tu veux un fessier harmonieux ou plutôt, des fois, il y en a, je vois, qui sortent de l'harmonie. Ça, c'est un choix. Pour faire ça, en général, il y a un moment où le corps a ses limites et il faut faire une intervention. Mais si tu veux rester dans un côté harmonieux, même très musclé, si tu en fais tous les jours en utilisant des bons poids, tu auras des résultats. Il y a quand même au niveau de la morphologie, il y a quand même des gens qui ont des fesses déjà plus galbées que d'autres. Donc avec le sport, on ne peut pas non plus atteindre n'importe quel physique, puisqu'on a déjà son physique de base. Donc il y a quand même Alors, on a un certaines physique de limites. base, oui. Cela dit, j'ai souvent dit comme toi pendant très longtemps, et j'ai rencontré une amie qui est sur les réseaux, qui s'appelle Fitness Christine, et qui était toute mince, elle est vietnamienne à la base, toute mince, pas du tout musclée, vraiment on dirait le petite poupée. Et elle s'est mise à faire du bodybuilding pour être après sur les plateaux, tu sais, faire ses défilés, etc. Et quand tu vois l'avant-après, tu te dis, non, en fait, moi je pensais qu'on avait beaucoup de limites, mais on en a beaucoup moins que ce qu'on pense. Donc effectivement, tu as des corps plus longilines que d'autres et autres, mais en termes de prise de masse musculaire, on peut vraiment modifier. Maintenant, c'est vrai qu'on a des gènes et certaines origines de gènes font que tu auras des fesses beaucoup plus rondes que si tu viens de certaines autres cultures, mais tu peux vraiment quand même fondamentalement modifier. En tout cas, ce que tu peux faire, c'est ne pas avoir la fesse pendante. Ça, c'est corrigeable sur tout le monde. Si tu as la fesse qui pendouille, tu peux la faire remonter. Après, la faire devenir énorme, pas forcément, mais en tout cas, elle pourra prendre un bon galbe. Oui, parfois. Alors après, l'haltérophilie, c'est autre chose parce qu'on sait qu'il y a aussi des prises de produits ultra protéinés, tout ça. Parfois, c'est pas forcément que le poids, Alors, elle, je sais qu'elle n'a que rien pris le parce qu'elle poids. est fouillarde. Donc, je sais qu'elle n'a rien Ah pris, bon, mais effectivement, d'autres personnes dans ce milieu ouais, prennent énormément de choses, c'est clair. qui sont Mais elle pas n'a rien forcément. pris. C'est pour ça qu'elle est restée une catégorie qui reste encore féminine. Elle n'est pas devenue une vraie haltérophile. Mais elle est la preuve, quand je la regarde avant-après, je me dis, waouh, elle a pu vraiment modifier fondamentalement sa forme. Alors, on croise parfois des personnes qu'on estime transformées, voire défigurées par un recours excessif aux injections ou au bistouri. Mais est-ce que c'est pas une question de goût finalement? Parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de, voilà, de critiquer. Enfin, parfois c'est un sport chez certaines personnes, on va dire. Mais est-ce que c'est pas une histoire de goût? Parce que chacun peut faire ce qu'il veut avec son corps finalement. Oui, alors le problème qu'il y a avec ça, c'est que quand on se regarde dans le miroir, même si on n'aime pas ce qui nous a été fait, après plusieurs jours, ça devient une norme. Et ce nouveau nous, ce nouveau moi, me plaît. Parce qu'on est programmé comme ça. C'est très rare qu'on ne se plaise pas après un moment, quand on a fait ses injections. Il y a aussi des fois un refus de la vie de l'autre. Mais du coup, des fois, on se dit, ah mais non, mais c'est pas assez, je veux aller plus loin. Et donc, c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que parfois, c'est pas mal, c'est de voir une photo avant et maintenant et de les mettre côte à côte. Et là, on se dit, ah oui, quand même, j'ai beaucoup transformé mon visage. Est-ce que c'est bien ou pas? Mais si on n'a pas la photo de référence et qu'on se regarde au quotidien, on va finir par l'accepter, le trouver normal. Ce que les autres vont trouver choquant nous paraîtra être la norme. Et la seule façon de s'en rendre compte, c'est la photo et des amis qui nous veulent du bien. Pas la personne qui va se moquer, mais qui va, tu sais, je pense que tu y allais un petit peu fort sur les lèvres, là, ça fait un petit peu canard. Mais quelqu'un qui ne fera pas méchamment, quelqu'un qui te veut du bien, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à une amie justement, oula, peut-être que tu pourrais lever le pied? Parce que c'est pas facile à dire non plus. Alors, non, alors j'ai une amie qui n'est pas hyper proche, mais suffisamment pour qu'un jour, elle me demande mon avis pour faire quelque chose d'autre. Et en fait, elle avait le teint, tu sais, quand tu fais trop de certains traitements de resurfaçage de peau, tu as le teint qui devient cireux et blanc. Oui. Ça fait vraiment statue de cire du musée Grévin. Et elle avait ce visage un petit peu quasiment zombiesque, blanc et tout. Et elle me dit, je crois que je vais refaire un traitement blue light, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et je lui dis, tu sais, honnêtement, je pense que regarde-toi bien, compare-toi à moi, pas que je sois mieux que toi, mais regarde ta peau par rapport à la mienne, tu es vraiment cireuse. Ta peau, elle a besoin de se reposer. Là, elle a été tellement agressée, il lui faut au moins 18 mois pour se refaire. Après, ça se répare, hein.
Mais en fait, elle était tellement dans le mouvement, elle ne se voyait pas que. Donc, je le dis gentiment, elle ne l'a pas mal pris, elle a attendu quelques mois avant de faire quelque chose. Si c'est dit avec bienveillance, ce n'est pas un jugement, c'est juste quelque part plutôt de la bienveillance. Oui, parce que le problème avec ces histoires d'injection et d'injonction sur l'âge, il y a des femmes qui finissent par toutes se ressembler. Parce que c'est vrai que pour enlever des rides, il faut par exemple gonfler les pommettes pour tirer sur les sillons nasogéniens. Enfin, à force, on finit par perdre sa singularité. Est-ce que ça peut arriver aussi avec le sport, tout le monde les mêmes exercices? Est-ce qu'on peut arriver aussi à standardiser un corps comme ça? Bah non, parce que comme tu l'as dit très justement, on a toutes des morphologies à la base différentes, de la longueur du mérus, la largeur des os, etc. Donc on a quand même une différence fondamentale. Alors bien sûr, un ventre plat, ça sera un ventre plat, mais après ça ne veut pas parce que tu vas faire le même sport que moi qu'on va se ressembler. Et puis tu sais quoi, si on se ressemble parce qu'on est en bonne santé, peut-être que c'est pas si mauvais que ça, parce que là c'est différent entre un visage avec les mêmes yeux, les mêmes machins et tout, et un même corps, c'est pas pareil. Un corps tonique, c'est un corps tonique. Après, effectivement, ce que tu disais à un moment, ça peut être un corps avec des grosses masses musculaires, ce qui est, by the way, comment dire, au fait, c'est pas forcément super bon pour nous, et un corps tout mou. Bon, bah, si tu choisis le corps tonique, peut-être que tu auras le même style d'abdos que moi, mais pas forcément. Enfin, tu vois, on n'est pas forcément pareil. Puis on est en général rarement à poil dans la rue, donc très peu de gens le sauront. En revanche, le visage, tu as raison, si tout le monde se coiffe pareil, fait les mêmes injections et tout, mais on a quand même des formes au niveau osseuse complètement différentes. Moi, les gens pensent que je fais des injections de joues, parce que j'ai bien les bonnes joues. Pas du tout. Et je pense que j'ai des copines qui en font, qui disent, elles ont presque les mêmes joues que moi, et je me dis, tiens, c'est marrant. Et donc, je pense qu'on ne va pas vraiment toutes se ressembler. En revanche, quand les liftings sont ratés, ce dont je te parlais à un moment, où tous les traits sont tirés et la personne fait vraiment pas du tout réussi, bah, sur Los Angeles, tu en vois quand même beaucoup et tu te dis, oh là là, elle a fait un lifting raté. C'est-à-dire, le truc, il ne fait pas naturel. Et tu en as quand même beaucoup comme ça. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'aux États-Unis, il faut que ça se voit la chirurgie esthétique. Alors qu'en France, il faut que ce soit naturel. On parle de la French Touch d'ailleurs. Les chirurgiens sont très contents de dire, enfin, les chirurgiens français de dire, oui, mais nous, c'est l'élégance, c'est la French Touch, et les femmes françaises ne veulent pas que ça se voit. Toi, tu as l'impression que c'est un peu caricatural? C'est caricatural et sociétal. Par exemple, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as emprunté pour faire ta chirurgie, ton augmentation mammaire ou ton visage, tu as un petit peu envie que ça se voit. Et ça, tu le vois dans les médias, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux. En revanche, si tu es une star comme Jennifer Aniston, tu ne veux pas qu'on sache. Bien sûr, on va le savoir parce que tu ne vieillis pas, mais il n'y a pas ce truc monstrueux où tu dis oh, elle a fait quelque chose, un petit peu comme avait fait un moment Demi Moore, elle avait des jeux, elle avait enlevé les fat pads des joues, ça se voyait. En général, les stars, elles n'aiment pas trop que ça se voit, ou les gens très riches, c'est pas forcément. Mais j'ai remarqué qu'au niveau sociétal, moins tu avais d'argent, plus tu empruntais pour faire une chirurgie, plus tu voulais que ça se voit. Pourquoi? Je ne sais pas l'expliquer, je ne suis pas sociologue, mais peut-être un petit peu comme la voiture canon, tu veux que les gens voient que tu as une belle voiture, c'est peut-être ça aussi. Tu as investi dans toi et tu veux que ça se sache. Alors finalement, qu'est-ce qui peut vraiment aider à se sentir bien dans son corps, selon toi? Pour moi, il y a plusieurs trucs. D'abord, il me faut un mantra où tous les jours tu te le répètes. Ça peut être un mantra plein de vanité. Là, à nouveau, on se fout du regard des passants qui passent. Ça peut être je suis bien dans ma peau, je suis canon, je fais tout pour. Et tu te le répètes. Mais tu l'écris toi-même. Peut-être que toi, c'est si tu es handicapé, ça va être je prends soin de moi, je vais arriver à me lever, etc. Chacun l'adapte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le sommeil. Impératif. Tu ne regardes pas la télé le soir, tu te couches super tôt, tu bouquines dans ton lit et tu dors. Ça, c'est vraiment la base de tout. En anglais, d'ailleurs, on appelle ça le beauty sleep, le sommeil de la beauté. Et bien sûr, le sucre, ça on le sait, pas zéro sucre, mais pas loin. Le sucre, c'est vraiment le facteur le plus vieillissant possible dans notre assiette. Ah, et j'oubliais, excuse-moi, le quatrième point, je suis connue pour ça, les suppléments. Oui. Et l'activité physique quand même. Et l'activité physique. Mais à quel rythme pour Madame Tout-le-Monde? Mais il n'y a pas de Madame Tout-le-Monde. Je trouve ça vachement insultant de dire à quelqu'un, toi, tu es une Madame Tout-le-Monde, mais Valérie, non, elle est mieux que toi. Non, non, on est toutes et pas des Madame Tout-le-Monde. On a toute une vie différente. Et tu sais, moi, j'ai des personnes qui sont infirmières 3-8, qui font des trucs de folie. Là, c'est les premières qui vont aller à la gym et tout, enfin, qui vont se bouger dans tous les sens. Et j'en ai d'autres qui auraient le temps et qui trouvent l'excuse pour ne pas le faire. Il n'y a pas de Madame Tout-le-Monde. On est toutes très spéciales. Et justement, ça, c'est mon injonction. C'est arrêter de dire que vous êtes une Madame Tout-le-Monde. Arrêtez. Tu es une star, tu es la star de ta vie. Et donc, ta vie, c'est toi qui l'amènes et tu décides ce que tu veux en faire au niveau de ton corps et de ton visage. Ça veut dire que pour toi, chacun doit se mettre des défis ou des challenges. Oui, je pense que sans défi, la vie est bien triste. Ouais. Et la tristesse, ça fait des mauvais traits et ça donne des rides. On le sait bien, quand tu fais la tête, ça donne des rides. Bah écoute, merci beaucoup Valérie et puis à bientôt quand tu passes en France aussi. À bientôt ma belle, merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup Valérie d'avoir partagé avec nous ton expertise et ton énergie.
Chères auditrices et auditeurs, n'oubliez pas de commenter cet entretien sur le compte Instagram Injonction et Bistouri, de vous abonner bien sûr et de partager le lien avec vos proches. Vous avez eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique ? Contactez-moi si vous souhaitez raconter votre expérience. Pour plus d'infos sur le lifting ou les injections, mon guide J'y vais pas est désormais disponible en livre de poche. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.